Bonjour à tous. Oula, un peu fort. Bonjour à tous. Merci d'être présent pour cette conférence matinale sur le thème de la production d'hydrogène marin offshore. Donc Simon Pugeot, en charge des relations institutionnelles de France Hydrogène. Je vais juste tenir un propos très introductif avant de passer la parole, le micro à mes collègues d'Evolen. France Hydrogène a publié en décembre 2022 le second volet de son étude Trajectoire 2030. On n'était plus là dans de la modélisation, mais dans une collecte de projets inédites à l'échelle de l'ensemble du territoire français de production et de consommation d'hydrogène, avec une conclusion très forte, c'est que l'ambition de la stratégie nationale hydrogène originelle, qui varie dans une fourchette de 620 à 680 000 tonnes de consommation d'hydrogène décarboné et de production en 2030, on va bien au-delà. Quand on regarde le pipe de projet, France Hydrogène a recensé une production et une consommation de plus de 1 mégatonne d'hydrogène décarboné à horizon 2030, représentant plus de 50 TWh d'électricité de consommation pour l'électrolyse. C'est quelque chose de massif, ça correspond à environ un dixième du productible électrique français. Et donc, à partir de là, il y a une philosophie de se dire: oui, l'hydrogène, c'est une brique indispensable à la transition énergétique, à la décarbonation, mais c'est un fait physique, quelque chose d'énergivore. Mais on peut peut-être faire quelque chose de plus. L'hydrogène, ça peut également être un levier décisif pour accélérer cette même transition énergétique, accélérer le déploiement des énergies renouvelables, en favorisant leur intégration sur le réseau, mais également en permettant d'exploiter des gisements qui sinon n'auraient pas été exploitables, des gisements d'énergie renouvelable qui n'auraient pas été exploitables, ou alors dans des délais bien plus longs. Et c'est là où la production d'hydrogène offshore vient prendre tout son sens et l'ensemble des réflexions sur les modèles technico-économiques et la planification qui peut être associée. Sachant, et ce sera mon dernier mot, c'est que ça n'est clairement pas de la science-fiction. On a pris du retard, c'est un fait en France, sur l'éolien offshore au global. Mais lorsqu'on regarde ce qui se passe chez nos partenaires européens, on a notamment les pays du Nord qui ont signé le 19 mai 2022, le lendemain de la déclaration de la communication sur le plan REPowerEU de la Commission européenne. La Belgique, les Pays-Bas, le Danemark et l'Allemagne se sont engagés à produire dès 2030 20 gigawatts d'hydrogène à partir d'énergie marine renouvelable. Donc c'est quelque chose qui peut être massif très rapidement et on doit s'engouffrer dedans et étudier les manières de s'engouffrer dedans et de profiter de nos grandes façades maritimes françaises. Merci. Oui, bonjour à toutes, merci Simon. Je suis Romain Provost, délégué général à la transition énergétique chez Evolen. Donc Evolen est l'association des entreprises au service des énergies. On travaille plus spécifiquement sur l'évolution du mix énergétique avec tous ces facteurs et l'hydrogène en fait partie. Alors, je suis également président de la commission hydrogène maritime au sein du comité stratégique de filière, le CSF des industriels de la mer, chargé de faire le lien entre la filière industrielle d'une part et les services de l'État d'autre part sur les activités marines et maritimes. Alors, l'hydrogène maritime, c'est l'un des sujets. Et moi, je vais vous donner un propos assez introductif sur le contexte général avant de passer la parole à Philippe. Philippe Muguera, qui n'est pas d'Evolen, qui est de Sofrecil, mais comme Evolen est une association, on travaille avec beaucoup d'entreprises qui apportent leur concours. Et Philippe préside chez nous le comité également hydrogène produit en mer. Voilà. Alors, l'hydrogène maritime, avec les nombreuses sociétés qui travaillent dans nos groupes de travail et qui participent activement sur le sujet, nous sommes convaincus avec ces sociétés que l'hydrogène maritime sera une composante importante de la stratégie nationale du plan hydrogène dans les années à venir. Ce n'était pas évident dans les années passées pour beaucoup de monde, mais maintenant ça commence à le devenir. Et comme l'a dit Simon, ce sera aussi un passage obligé au niveau de l'Europe, de notre point de vue, pour atteindre les objectifs bas carbone. Alors, qu'appelle-t-on hydrogène maritime? C'est de l'hydrogène produit par électrolyse, pour faire simple, à partir d'électricité produite en mer, essentiellement à partir d'éolien offshore. On est donc dans un domaine technologique qui est à la croisée de trois filières. La filière maritime, d'une part, la filière éolienne et la filière hydrogène. Et qui cumule, vous connaissez tous les défis et toutes les difficultés que connaissent ces trois filières. On est dans des mondes complexes et on cumule les trois complexités de ces trois filières. Alors, les défis sont nombreux.
Pour passer en hydrogène maritime de production commerciale, comme tu l'évoquais, l'Europe y pense beaucoup, mais il y a encore beaucoup de défis à lever. On se donne en gros la décennie actuelle, la décennie 2020-2030, pour passer à la maturité technologique, et ensuite la décennie 2030-2040 pour déployer des projets commerciaux compétitifs. Même si en Europe, il est possible qu'on arrive à avoir des vrais projets commerciaux de plusieurs dizaines de mégawatts bien avant cette date-là. Je disais que les défis sont nombreux et on les cumule. Alors vous allez me poser une première question, mais pourquoi produire de l'hydrogène en mer et cumuler ainsi les défis ? La réponse est simple. On aura besoin de très grandes quantités d'hydrogène bas carbone ou d'hydrogène renouvelable pour décarboner des pans entiers de notre industrie et de notre économie. À l'horizon de 2040, nous aurons besoin d'hydrogène pour décarboner de nombreuses activités qui ne peuvent pas être couvertes aujourd'hui par la simple électrification ou électrification des usages. On aura besoin aussi d'hydrogène bas carbone pour produire les carburants du futur, les carburants de demain, les fameux e-fuels, les molécules de synthèse qui seront absolument nécessaires pour toutes les formes de transport, que ce soit le transport maritime, le transport aérien, le ferroviaire, voire une partie du transport routier lourd. Et pour massifier la production, on le sait, il faudra des quantités énormes d'électricité. Pour faire de l'hydrogène, il faut beaucoup d'électricité. Alors d'électricité décarbonée, électricité renouvelable ou électricité bas carbone en France, si l'on considère que le nucléaire va contribuer grandement à cette production. Mais on le sait aussi, on le sait tous dès qu'on regarde un peu les aspects de la transition énergétique à grande échelle, la disponibilité en électricité renouvelable ou bas carbone restera un goulet d'étranglement dans beaucoup de domaines et particulièrement pour produire de l'hydrogène. Donc en France, on aura trois possibilités. Produire de l'hydrogène sur le territoire à partir du réseau éolien, solaire, nucléaire. Importer de l'hydrogène, même si pour le moment on souhaiterait quand même conserver plus de souveraineté énergétique, et produire massivement pour moi de l'hydrogène en mer à partir d'installations dédiées. Et dans une politique de souveraineté énergétique optimale prônée par la France, il faudra utiliser, de mon point de vue, toutes les voies possibles, sous réserve bien entendu que les business models soient réalisables et qu'on ait les technologies à point. La deuxième question, c'est, je reviens sur l'Europe du Nord, c'est très important. Aujourd'hui, l'engagement pris par l'Europe du Nord sur l'hydrogène maritime fait peser une concurrence très forte sur l'hydrogène en Europe. Les acteurs d'Europe du Nord ont pris une grande avance et mettent déjà en place des politiques nationales structurées avec des visions, des programmations énergétiques qui intègrent des volets hydrogène maritime dans leurs écrits et dans les lois qu'ils font passer. Ça a été cité, c'est le cas du Danemark, c'est le cas des Pays-Bas, c'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas de la Norvège, mais c'est aussi le cas de l'Angleterre et de l'Écosse qui ambitionnent de devenir les champions de la fourniture d'hydrogène maritime d'ici quelques années, voire une décennie, et de faire déferler sur l'Europe de l'hydrogène maritime qu'ils espèrent être bon marché. Alors la France, qui détient quand même le deuxième domaine maritime européen et qui souhaite produire, et je cite nos ministres, produire l'hydrogène sur les territoires français avec des technologies fabriquées en France, la France doit être active et d'être l'un des premiers acteurs sur le sujet. Il faut qu'elle rejoigne ce peloton de tête qui a déjà démarré avec l'Europe du Nord. La France a des atouts, on a une filière industrielle qui couvre toute la chaîne de valeur et France Hydrogène n'est pas à nos côtés aujourd'hui pour rien. On a un potentiel wind offshore très important, on a des hubs portuaires et territoriaux d'hydrogène massifs, on a une position centrale aussi le long de la dorsale gazière européenne, des capacités de stockage en aquifères salins, donc voilà, on a beaucoup d'avantages. Maintenant, les défis sont encore nombreux. Alors je voudrais simplement, pour conclure, préciser qu'Evolen a créé depuis 3 ans plusieurs groupes de travail pour réfléchir à tous ces sujets et pour que les industriels puissent apporter ensemble des solutions à apporter. Et on a proposé à l'État, on est en discussion avec eux, que l'hydrogène maritime puisse faire l'objet maintenant de concertations partagées avec l'État et que les réflexions puissent être éventuellement inscrites dans la PPE pour qu'on commence à voir des projets hydrogène maritime. Alors, des démonstrateurs, il commence à y en avoir certains, mais on aimerait passer déjà à des premières fermes expérimentales de dérisquage d'ici la fin de la décennie. Mais tout ça, ça nécessite d'être programmé longtemps à l'avance, comme on le sait. Alors, voilà les messages que je souhaitais partager avec vous. Et puis, je vous remercie pour votre attention. Maintenant, je vais passer la parole à Philippe, que je vous ai déjà présenté. Ça marche. Merci, Romain. Alors, donc, comme on m'a déjà présenté, je vais passer cette slide.
Je voulais faire un premier focus sur la stratégie des pays du Nord. Donc, comme Romain l'a évoqué, les pays du Nord ont pris de l'avance sur ces sujets-là. Alors cette avance, elle vient du fait qu'ils ont de l'avance sur l'éolien de manière générale, qu'ils ont aussi également une avance sur la partie exploitation de leur territoire maritime, du fait qu'ils aient des ressources fossiles et qu'ils aient déjà eu des politiques dans le passé sur la production d'hydrocarbures en mer. Donc quand ils ont aujourd'hui ils veulent massifier leur production d'éolien, mais ils vont se retrouver face à un problème qui est la connexion au réseau de cet éolien. Et donc ils se sont posé la question très tôt de comment créer des synergies entre leur industrie oil and gas fossile et leur industrie renouvelable. Pour cela, ils se sont dit on va utiliser les pipelines, on va utiliser les plateformes et on va les connecter aux champs éoliens pour produire de l'hydrogène en mer et rapatrier cet hydrogène en mer au travers d'un pipeline plutôt qu'au travers de câbles électriques qui vont être coûteux et qui vont leur nécessiter une connexion à terre qu'ils n'ont pas toujours. Le deuxième point qui va être intéressant pour eux, c'est utiliser un foncier qui est plus facile à exploiter que leur foncier terrestre, sur lequel ils vont avoir également des problèmes de place et de position de ces infrastructures sur la Terre. Donc ils vont bénéficier du milieu maritime pour pouvoir intégrer des solutions en mer et faciliter l'exploitation de ressources en mer pour ensuite rapatrier un hydrogène qui va leur servir à décarboner leur industrie fossile ou leur industrie très carbonée, leur raffinerie, leur production pétrochimique. Donc là, vous avez un exemple qui est les Pays-Bas. Je vais revenir ensuite sur sur la feuille de route des pays du nord de l'Europe. Comme disait Romain, c'est pas de la science-fiction en fait. Aujourd'hui, on est dans une période, donc vous voyez 2022 à 2026, les chiffres, ce sont les mégawatts de production d'hydrogène en mer. Vous voyez qu'aujourd'hui, on est dans une phase, on va dire, d'exploration, de R&D, où l'idée, c'est de déployer des démonstrateurs de taille 1 mégawatt, 2 mégawatts. Donc vous voyez beaucoup d'Allemands, d'Anglais, d'Écossais, mais il y a un Français quand même, il y a Life. Donc aujourd'hui, une production d'1 mégawatt en mer en 2023, c'est possible avec Life. Ensuite, on passera à une deuxième phase qui est d'avoir des unités pré-industrielles. Mais là, l'ordre de grandeur, il est plus de 1 méga, 2 mégas, 3 mégas. On passe directement à 100 mégas. Parce que si on veut produire quelque chose d'économique en mer, il faut produire massivement. On ne peut pas se permettre de faire 5-10 mégawatts, ce sera trop coûteux. Et l'objectif final, vous voyez, c'est plutôt des gigawatts, des productions massives au-delà de 2030, avec des premiers projets qui sont envisagés par ces pays. Donc vous voyez, par contre, les pays maintenant, c'est l'Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Quels sont ces projets? Donc là, vous voyez, c'est une étude qui est disponible sur Internet. Le North Sea Energy produit énormément de publications. On trouve beaucoup de choses sur ces sujets-là sur Internet. Donc, par exemple, si on prend la stratégie des Pays-Bas, alors les Pays-Bas, comme j'ai expliqué, une planification très rapide, la volonté d'identifier les zones qui sont avec le plus grand potentiel éolien, les zones qui vont permettre de faire la connexion à des pipelines existants. Donc très tôt, ils se sont posé la question de la planification et de comment on intègre les différents secteurs. Ensuite, un deuxième élément qui est très important, c'est qu'ils ont lancé des programmes de R&D dès 2018. Et aujourd'hui, ils vont mettre en place un électrolyseur sur une plateforme gazière aux Pays-Bas, qui s'appelle Poséidon, et qui produira à partir de 2023 un hydrogène qui sera injecté dans les pipelines de gaz. Et ensuite, une volonté de faire des démonstrateurs industriels dès maintenant, de réfléchir dès maintenant, d'identifier les verrous dès maintenant et de se positionner avec des puissances qui vont de l'ordre de 300 à 500 mégawatts avec une stratégie finale qui sera autour des 10 gigawatts. Donc, ils voient loin pour leur permettre de planifier et d'anticiper les besoins en termes de supply chain, en termes de technologie. Et donc, vous voyez un acteur important, le projet H2OPZ, là, c'est un projet qui est porté par RWE. Et donc, vous avez des grands acteurs qui se mettent sur ces projets et qui démarrent ces projets-là dès maintenant avec des études de faisabilité. En Allemagne, vous avez le projet Aquaventus, en fait, qui n'est pas un projet, c'est une association d'industriels allemands. L'objectif, c'est de faire un pipe de projet qui partirait d'Hambourg. On ferait un pipeline qui partirait d'Hambourg, qui irait très loin dans la zone territoriale, enfin la zone maritime allemande, et qui connecterait 20 gigawatts d'éolien avec une production massive, très loin des côtes, et qui rapatrierait cet hydrogène au niveau de Hambourg. Ce projet, en fait, est composé de plusieurs petits projets qui chacun cherche à développer une brique technologique. Donc vous avez un projet qui vise à faire de l'électrolyse sur un mât d'éolienne, un projet qui vise à transporter, faire un essai de transport au travers d'un pipeline, un projet qui vise à faire un transport par bateau,
et un projet qui vise par exemple à tester l'hydrogène pour des applications maritimes. Alors encore plus ambitieux, le Danemark. Alors le Danemark en fait se retrouve dans une situation qui est assez particulière en Europe. C'est qu'aujourd'hui ils ont assez d'électricité pour alimenter leur pays en hydrogène, en électricité verte. Donc la question pour eux c'est pourquoi j'exploiterais encore de l'éolien alors que j'ai déjà suffisamment d'éolien sur mon réseau et qu'en plus le surplus d'éolien que je vais mettre sur le réseau européen ne va pas me rapporter d'argent puisque en fait le réseau européen quand il est saturé je vends mon électricité peu cher. Donc le Danemark se pose la question aujourd'hui de produire massivement des e-carburants et ensuite de transporter ces e-carburants et de les vendre à un meilleur prix que vendre de l'électricité. Donc aujourd'hui, ils se sont mis dans une optique de à la fois produire de l'hydrogène à partir de leur excès d'éolien et de créer des îles artificielles qui feront à la fois office de zone de production de e-carburants et de zone de maintenance. Ce sont des ports en mer qui font plusieurs activités, qui sont multi-activités. Donc là, l'État danois a lancé 2 appels d'offres pour deux grandes unités comme ça, de 4 gigawatts, capables de connecter 4 gigawatts d'éolien. Et en France, vous allez me dire, hein, on va faire un peu de... Donc en France, on a quand même, depuis 2021, lancé une démarche. Donc comme disait Romain, auprès d'Evolen, on a monté un groupe de travail qui s'est d'abord intéressé à évaluer un peu tout ce qui se passe dans le nord d'Europe, évaluer cette tendance, voir quel pourrait être l'intérêt pour la France de cette tendance. En 2021, grâce à la région Pays de la Loire, on a reçu un financement LIFE, Sofreci de l'Échantille Atlantique, le CEA, pour un projet qui s'appelait Sea Life. Donc, durant ce projet, on a évalué plusieurs solutions de production d'hydrogène en mer. En 2022, France Énergie Marine a lancé un projet qui s'appelle O-Farm, qui vise à développer un outil d'évaluation et de planification de la production d'hydrogène dans différentes régions. Et en 2023, donc, LIFE mettra à l'eau son prototype de production d'hydrogène en mer couplé à une éolienne flottante sur le site du SEMREV. Donc on fait des choses quand même en France, donc on n'est pas non plus... Mais en France, le problème aujourd'hui, c'est d'aller plus loin. Et pour aller plus loin, en fait, chez Evolen, on a commencé à réfléchir à une trajectoire, une stratégie, qui est de dire donc la France doit faire comme les pays du Nord, c'est-à-dire prévoir une planification, une vision à plus long terme, voir quelles peuvent être les synergies entre le monde de l'éolien, le monde de l'hydrogène, le monde maritime, comme disait Romain. Pour cela, donc, on doit voir loin, imaginer des productions massives de l'ordre de 300-500 MW à l'horizon 2030. Et pour ça, l'industrie doit se préparer, la supply chain doit se préparer, les savoir-faire, la recherche doit se préparer. Donc on doit mettre en place un laboratoire ou une zone de test qui permettra de partager et de travailler tous ensemble sur l'élaboration de cette feuille de route. Donc ce qu'on envisage, c'est de déployer un démonstrateur de l'ordre de 5 MW qui permettrait à toute l'industrie française de travailler sur ces sujets-là, de pouvoir être visible au niveau européen et de pouvoir monter des collaborations avec nos partenaires européens. Et dans le même temps, d'identifier des zones où on pourrait déployer des objets de 300-500 MW qui seraient des objets commerciaux et rentables. Si on n'a pas cette puissance-là ou cette capacité-là, on n'aura pas de rentabilité, on n'aura pas un hydrogène qui est suffisamment bas en coût pour être compétitif face à une production terrestre. Voilà. Et donc chez Sofreci, on travaille donc depuis le projet Sea Life sur des concepts beaucoup plus massifs. Donc nous, on a déjà commencé à réfléchir à l'après, aux 500 MW, puisque c'est l'objectif commercial final. Donc on a lancé en interne un travail. L'objectif, c'est d'utiliser tous nos savoir-faire hérités de l'oil and gas et de la navale et d'implanter au sein d'une unité flottante une production de 500 MW modulaire. Donc vous avez des modules qui vont tous chacun produire 100 MW. Donc la barge peut être upscalée, on peut passer de 100, 200, 300, 400, 500. Et cette barge va permettre d'être déployée dans des zones lointaines pour produire de l'hydrogène et ensuite rapatrier cet hydrogène grâce à un pipeline. Donc voilà, c'est un projet qu'aujourd'hui on a développé et qu'on est prêt à mettre à disposition d'un partenaire ou d'un développeur de projet pour pouvoir tester ce concept et aller plus loin en débloquant encore plus de briques technologiques et en identifiant la viabilité et l'intérêt de ce concept. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à nous rejoindre sur notre stand. Voilà, je vais en finir là. Merci beaucoup. Alors, si vous voulez, on peut passer peut-être à une question. Vous savez tout ? Bon, on se retrouvera sur le salon. Merci beaucoup.